Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Imaginez qu'en quelques secondes, votre monde entier change à cause d'une explosion nucléaire. Que se passe-t-il exactement dans ces premiers instants critiques? Le ciel s'enflamme, votre vision disparaît et tout autour de vous est détruit. Nous allons aujourd'hui vous montrer ce qui se passe réellement lorsque la bombe frappe et comment ces minutes cruciales peuvent changer votre vie à jamais. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Vous connaissez le dicton sur la vitesse de la lumière et du son? Avant d'entendre la bombe nucléaire exploser, vous la voyez. L'un des effets immédiats est l'éclair intense de lumière qu'elle produit. Cet éclair est causé par la libération d'une énorme quantité d'énergie sous forme de rayonnement thermique. La lumière se déplace presque à la vitesse de la lumière, c'est donc le premier signe d'une explosion nucléaire arrivant avant l'onde de choc ou l'onde sonore. L'éclair lumineux initial d'une explosion nucléaire peut provoquer des déficiences visuelles temporaires ou même permanentes, une condition connue sous le nom de cécité éclair. La rétine, le tissu sensible à la lumière situé à l'arrière de l'œil, est particulièrement vulnérable à l'énergie lumineuse intense reçue lors d'une explosion nucléaire. Cette lumière écrasante blanchit la rétine, entraînant la décoloration des pigments visuels et une cécité temporaire. La vision se rétablit généralement complètement lorsque les pigments se régénèrent. Cependant, si l'intensité de l'éclair est suffisamment élevée, elle peut provoquer des dommages permanents à la rétine. En plein jour, la cécité éclair ne dure généralement que quelques secondes et ne dépasse généralement pas 2 minutes. La distance à laquelle l'aveuglement par éclair peut se produire dépend de l'intensité de l'éclair. Par exemple, une explosion d'une mégatonne peut provoquer un aveuglement par éclair à des distances allant jusqu'à 21 km par temps clair ou 85 km par nuit claire. Numéro 19. La chaleur intense générée par une explosion nucléaire peut provoquer de graves brûlures, même à une distance significative du lieu de l'explosion. La chaleur intense est causée par le rayonnement thermique libéré lors de l'explosion. Une courte impulsion thermique peut enflammer des matériaux inflammables et la gravité de la vague de chaleur est affectée par des facteurs tels que la durée de l'impulsion, l'épaisseur du matériau affecté et sa teneur en humidité. Près du point zéro, où le flux d'énergie dépasse un certain seuil, tout ce qui peut brûler brûlera. Plus loin, seuls les matériaux les plus inflammables prendront feu. Lors des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945, une tempête de feu s'est développée quelques minutes après l'explosion. L'onde de choc, constituée d'une augmentation soudaine de la pression atmosphérique, peut également provoquer des destructions physiques. Numéro 18. Lorsqu'une bombe nucléaire explose, une énorme quantité d'énergie est libérée sous forme d'explosion, de chaleur et de radiation. L'onde de choc est l'un des effets destructeurs immédiats d'une explosion nucléaire. Elle se déplace à des vitesses supersoniques, déchirant l'air et créant une force immense. La puissance de l'onde de choc peut rompre les tympans et les poumons, projeter les gens en arrière et même provoquer l'effondrement de bâtiments. La portée de l'onde de choc dépend de la taille de la bombe et de l'environnement. Dans les zones urbaines, l'onde de choc peut être amplifiée par la présence de bâtiments, entraînant une destruction plus étendue. Entourer une bombe avec des milieux plus denses, comme de l'eau, peut créer des ondes de choc plus fortes avec une zone d'effet plus limitée. L'onde de choc peut également contribuer indirectement aux incendies en provoquant des courts-circuits électriques, en renversant des poêles et en allumant des veilleuses à gaz. Les ondes de choc d'une explosion nucléaire sont généralement très intenses mais relativement brèves. Cependant, elles se dissipent rapidement lorsqu'elles s'éloignent du site de détonation. Numéro 17. La boule de feu n'est pas un feu traditionnel au sens de la combustion, car elle ne nécessite ni carburant, ni oxygène, ni étincelle. Il s'agit plutôt des restes surchauffés de l'atmosphère, du sol et de l'eau à proximité du point de détonation. En raison des températures extrêmes créées lors de l'explosion, les matériaux environnants sont transformés en plasma, ce qui conduit à la formation de la boule de feu. Mais que se passe-t-il exactement? Un rayonnement intense est libéré et réagit directement avec l'air, la pierre ou l'eau de la zone. Cette réaction provoque un échauffement rapide, entraînant une vaporation et une expansion rapide du matériau. L'énergie cinétique produite crée une onde de choc sphérique qui s'étend vers l'extérieur à partir du centre. Au niveau de l'hypocentre, un rayonnement thermique intense forme la boule de feu nucléaire, souvent associée à un nuage en forme de champignon. À des millions de degrés de chaleur, la boule de feu se dilate rapidement et s'élève comme une montgolfière quelques instants après l'explosion. En quelques millisecondes, la boule de feu se dilate et se déplace vers l'extérieur à grande vitesse, rayonnant de grandes quantités de lumière et de chaleur.
Au fil du temps, la boule de feu se refroidit et son rayonnement visible diminue. Au bout d'une minute environ, la boule de feu se refroidit au point de ne plus émettre de rayonnement visible. Elle continue de s'élever mais finit par se dissiper, laissant derrière elle les restes de l'explosion. Numéro 16. Le terme nuage en forme de champignon a été utilisé pour la première fois en 1946 lors des essais nucléaires de l'opération Crossroads. Une quantité d'énergie qui aurait pu détruire le monde vient d'être libérée en une période astronomiquement courte. Cette énergie crée une boule de feu qui monte rapidement dans l'atmosphère. En s'élevant, la boule de feu crée un vide rempli de fumée, de débris et de gaz provenant de l'explosion. Cette colonne de fumée et de débris forme le pilier central du nuage en forme de champignon. Il est constitué d'une colonne en forme de tige qui s'élève verticalement depuis le site de l'explosion et d'un sommet en forme de calotte qui s'étend horizontalement. La tige est formée par le flux d'air chaud et de gaz vers le haut, tandis que la calotte est créée par le refroidissement et la condensation du nuage qui s'élève. Un nuage en forme de champignon symbolise l'immense pouvoir destructeur d'une explosion nucléaire. Ce nuage rappelle de manière obsédante les conséquences dévastatrices des armes nucléaires et le potentiel de destruction et de perte de vie humaine à grande échelle. Il est souvent considéré comme une icône de l'ère atomique associée à la peur et à l'incertitude de la guerre nucléaire. Numéro 15. Immédiatement après une explosion nucléaire, les principaux effets sur la santé sont liés à l'explosion et aux effets thermiques. L'un des risques à long terme les plus importants de l'exposition à une bombe nucléaire est le développement d'un cancer. Le risque de développer un cancer augmente avec les doses de radiation. Environ une personne sur 80 exposée aux radiations en mourra, en plus du taux normal de 20 sur 80. Le syndrome d'irradiation aiguë, SRA, survient lorsqu'une personne est exposée à un niveau de radiation très élevé sur une courte période, par exemple à proximité d'une explosion nucléaire. Les symptômes du SRA peuvent inclure des nausées, des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête et des problèmes de peau. Les survivants qui n'ont pas été protégés des retombées radioactives peuvent subir les pires effets du mal des radiations. Numéro 14. Après un éclair de lumière aveuglant, un nuage en forme de champignon et une mer de chaleur, la course à l'évasion commence. La réaction immédiate est de chercher un endroit sûr où rester. L'objectif est de minimiser l'exposition aux retombées radioactives qui sont constituées de particules de débris radioactifs qui tombent de l'atmosphère après une explosion nucléaire. L'explosion initiale génère une onde de choc qui peut causer des dégâts importants. Se cacher derrière des structures solides telles que des murs ou des bâtiments peut fournir une protection contre les débris volants. Les sous-sols ou le milieu de grands bâtiments offrent la meilleure protection. Les emplacements souterrains et les structures aux murs épais, en particulier en béton, offrent une meilleure protection contre les radiations. Si aucun sous-sol n'est disponible, la meilleure option est de rester au milieu du bâtiment, loin des fenêtres et des murs extérieurs pour minimiser l'exposition aux retombées. Les retombées peuvent commencer à tomber en quelques minutes et continuer pendant des heures, étant plus dangereuses immédiatement après l'explosion. La règle des 7-10 suggère que pour chaque multiplication par 7 du temps après l'explosion, les niveaux de radiation diminuent d'un facteur 10. Après 7 heures, la radiation est à 10% du niveau initial et après 49 heures, elle n'est plus qu'à 1%. Numéro 13. Après une bombe nucléaire, la recherche de nourriture, d'eau et de fournitures médicales devient une tâche critique et difficile. L'approvisionnement en eau sera probablement considérablement réduit après une guerre nucléaire. Les barrages et les grands projets d'irrigation peuvent être ciblés et la réduction des précipitations dues aux effets climatiques peut encore réduire la disponibilité de l'eau. Il est conseillé d'éviter l'eau provenant de sources extérieures et de compter sur l'eau stockée. La sécurité alimentaire devient une priorité absolue dans une situation apocalyptique. La disponibilité d'aliments sains peut être difficile en raison du risque de contamination des cultures et du bétail par les retombées. Il est recommandé de consommer des aliments et des boissons déjà scellés dans des emballages, comme les aliments dans votre réfrigérateur. Après l'essai de Trinity au Nouveau-Mexique, les habitants ont subi des retombées qui ont recouvert les bâtiments, se sont déposées sur les cultures et ont contaminé les réserves d'eau. La même chose s'est produite à des degrés divers de désespoir à Hiroshima, Nagasaki et même Tchernobyl. Numéro 12. Après une forte explosion, la confusion et la panique règnent souvent. Les personnes qui ont survécu à l'explosion peuvent souffrir de diverses blessures, telles que des brûlures ou de petites coupures causées par la chaleur et les débris volants. Certaines brûlures peuvent être légères, comme un coup de soleil, tandis que d'autres peuvent être plus graves en fonction de la proximité de la personne avec l'explosion.
Dans certains cas, la peau peut être sensible ou douloureuse, mais avec des soins appropriés, la guérison peut commencer. De plus, certaines personnes peuvent se sentir malades à cause de l'exposition aux radiations, ce qui entraîne des symptômes tels que fatigue, fièvre ou perte de cheveux, et il est important de demander de l'aide rapidement. La clé dans de telles situations est de rester calme, de s'entraider et de trouver une assistance médicale pour traverser ces moments difficiles. Numéro 11. Après une explosion nucléaire, l'air se remplit de particules radioactives, créant des retombées mortelles qui recouvrent la zone environnante. Les survivants, conscients du danger invisible mais mortel, prennent instinctivement des mesures désespérées pour se protéger de l'inhalation de ces particules. Alors que le nuage en forme de champignon s'élève, ceux qui ont survécu à l'explosion initiale cherchent instinctivement un abri. Ils comprennent que les retombées, un mélange de poussière et de cendres radioactives, commenceront bientôt à tomber. Les gens se précipitent à l'intérieur, plongeant dans les sous-sols, les stations de métro ou les pièces les plus reculées des bâtiments. À l'intérieur de leurs abris improvisés, ils recherchent rapidement des matériaux pour sceller les ouvertures. Ils attrapent du ruban adhésif, des bâches en plastique, des serviettes ou même des vêtements pour couvrir les fissures sous les portes, autour des fenêtres et à travers les évents. L'objectif est d'empêcher les particules radioactives de pénétrer dans leurs espaces de sécurité limités. Les serviettes et les draps mouillés sont particulièrement recherchés car ils peuvent piéger plus efficacement les particules lorsqu'ils sont placés sur les fissures et les interstices. Ceux qui doivent s'aventurer à l'extérieur, même brièvement, pour rassembler des provisions ou sauver d'autres personnes, fabriquent des masques improvisés pour filtrer l'air qu'ils respirent. Ils enroulent des foulards humides, des mouchoirs ou tout autre tissu disponible autour de leur nez et de leur bouche. Plus vous êtes loin de la source de rayonnement, moins votre exposition sera élevée. Des masques ou des respirateurs bien ajustés sont conçus pour filtrer les petites particules. Les masques N95 ou les masques de catégorie supérieure peuvent convenir à cet effet. Numéro 10. Comment faire savoir au monde que vous êtes toujours en vie? Une impulsion électromagnétique IEM est une explosion de rayonnement électromagnétique qui peut se produire après l'explosion d'une bombe nucléaire. Les IEM sont particulièrement causés par l'interaction des rayons gamma d'une explosion nucléaire avec l'atmosphère terrestre. Lorsque les rayons gamma entrent en collision avec les molécules d'air, des électrons à haute énergie sont produits, ce qui entraîne la génération d'une IEM. Celle-ci peut être composée de 3 composants, E1, E2 et E3. Le composant E1 est une impulsion à haute fréquence qui peut endommager ou détruire les appareils électroniques, tandis que les composants E2 et E3 sont des impulsions à basse fréquence qui peuvent endommager les réseaux électriques et les systèmes de communication sur de longues distances. Croyez-le ou non, il est généralement conseillé de ne pas utiliser de radio bidirectionnelle, de téléphone portable ou d'autres appareils électroniques immédiatement après une explosion nucléaire. Les signaux radio ont le potentiel de faire exploser des bombes et l'explosion peut endommager physiquement les systèmes de communication, y compris les systèmes électriques, téléphoniques et mobiles. Dans le cas où les systèmes de communication traditionnels échouent, des méthodes alternatives peuvent être utilisées. Il peut s'agir de radios alimentées par batterie ou à manivelle qui peuvent continuer à fonctionner même lorsque d'autres formes de communication tombent en panne. Numéro 9. À la suite d'une explosion nucléaire, les gouvernements et les forces militaires peuvent adopter diverses mesures pour faire face aux conséquences immédiates et à long terme. Les gouvernements mettront probablement en place des systèmes de surveillance des niveaux de radiation dans les zones touchées et prendront des mesures pour décontaminer l'environnement. Cela pourrait impliquer l'élimination des débris radioactifs, le nettoyage des sols et des sources d'eau contaminées et la mise en œuvre de mesures pour empêcher une nouvelle exposition aux radiations. Mais ce n'est pas tout ce dont ils devraient se soucier. Les gouvernements activeront les plans d'intervention d'urgence préexistants. Ces plans, conçus pour différents types de catastrophes, y compris les attaques nucléaires, décrivent les mesures à prendre pour sécuriser la zone, fournir de l'aide et maintenir l'ordre. Les forces militaires sont souvent mobilisées rapidement. Les premières tâches comprennent l'évaluation des dégâts, la fourniture d'une assistance médicale et la sécurisation des infrastructures critiques. Des troupes peuvent également être déployées pour établir des périmètres autour de la zone touchée afin d'empêcher tout accès non autorisé et de maintenir l'ordre public. Les personnes qui ont tout perdu peuvent recourir au pillage ou à la violence pour se procurer de la nourriture, de l'eau ou un abri. Dans les zones densément peuplées, cela peut conduire à des conflits lorsque les ressources se raréfient. L'explosion et les incendies qui en résultent peuvent chasser les animaux de leur habitat naturel et les conduire vers les zones urbaines. Ce déplacement peut entraîner une augmentation des rencontres entre les humains et les animaux. Les animaux stressés et désorientés peuvent avoir un comportement imprévisible ou agressif.
Numéro 8. Après l'explosion d'une bombe nucléaire, le paysage urbain autrefois familier se transforme en un paysage de dévastation étranger. Les bâtiments sont réduits à l'état de squelette, les rues sont encombrées de débris et un sentiment accablant de chaos et de désespoir domine les environs. Les survivants qui s'aventurent dans ces décombres sont confrontés à la tâche ardue de naviguer dans les décombres pour trouver des ressources essentielles. Les habitants d'Hiroshima ont développé une façon abrégée de décrire l'agencement de leur ville. Une rue peut être à environ 1,5 km ou un bâtiment à 500 mètres au nord. Dans la demi-heure qui a suivi l'attaque d'Hiroshima, presque tous les bâtiments situés à moins de 2 km du point zéro étaient en feu. Environ 90% des 76 000 bâtiments de la ville ont été partiellement ou complètement brûlés ou réduits en décombres. Sur les 33 km² de terrain utilisables avant l'attaque, 40% ont été réduits en cendres. Hormis quelques bâtiments en béton, Hiroshima a cessé d'exister. Les routes et les ponts ont été détruits ou bloqués par des débris, ce qui a encore plus entravé les déplacements. Les survivants comptent sur leur connaissance préalable de la ville et sur les cartes qu'ils peuvent trouver pour se repérer. Les cartes papier deviennent inestimables car les appareils électroniques peuvent tomber en panne en raison des effets d'une IEM. Numéro 7. Les procédures de décontamination sont essentielles pour réduire l'intoxication par radiation et minimiser les effets à long terme des bombes nucléaires. Les principaux objectifs de la décontamination sont de réduire les niveaux de radiation, de récupérer en toute sécurité l'équipement, d'éliminer les substances radioactives libres et de préparer les matériaux pour un stockage ou une élimination en toute sécurité. La décontamination externe consiste à éliminer les particules radioactives de la surface du corps, des vêtements et d'autres objets. Au départ, des méthodes simples d'autodécontamination sont recommandées, comme le brossage des vêtements et de la peau, même si les niveaux précis de contamination externe n'ont pas encore été mesurés. Croyez-le ou non, les retombées d'une explosion nucléaire se composent généralement de grosses particules de la taille de sel et de sable qui peuvent être facilement éliminées par brossage et essuyage doux. Pour réduire ce risque, l'administration d'iode stable avant l'exposition peut aider à saturer le corps et faciliter l'excrétion de l'iode 131 inhalé ou ingéré. Numéro 6. Après une explosion nucléaire, il est essentiel d'établir un camp de base sûr pour la survie à long terme. Cela implique de mettre en place un camp avec des ressources limitées pour assurer la sécurité et répondre aux besoins de base. Les abris peuvent offrir une protection contre les radiations et les retombées, permettant aux survivants de résister aux pires effets des conséquences. Dans des contextes historiques, comme le projet Manhattan, des camps de base ont été construits pour soutenir les essais et la recherche nucléaire. Par exemple, le polygone de bombardement d'Alamogordo a été choisi comme site d'essai et un camp de base a été construit avec des casernes, des entrepôts, des ateliers et d'autres installations nécessaires. La mise en place d'un camp de base après une bombe nucléaire présente des défis en raison des ressources limitées. La disponibilité du personnel, de l'équipement et des produits pharmaceutiques peut être considérablement réduite. Numéro 5. Après une explosion nucléaire, l'une des plus grandes préoccupations est la contamination potentielle des sources d'eau par des matières radioactives. La purification de l'eau devient essentielle pour éviter l'empoisonnement par les radiations. La filtration à travers le sol ou l'utilisation de méthodes de sédimentation peuvent éliminer la plupart des particules de retombées et des matières radioactives dissoutes de l'eau. Ces méthodes sont plus efficaces que l'ébullition, qui est généralement peu pratique et n'élimine pas les composés iodés radioactifs dangereux. Une autre option consiste à utiliser une teinture d'iode à 2%. L'ajout de 5 gouttes à chaque litre d'eau claire et le fait de la laisser reposer pendant 30 minutes peuvent aider à purifier l'eau. Si l'eau est trouble, il faut ajouter 10 gouttes par litre. Des comprimés de purification d'eau commerciaux peuvent également être utilisés conformément aux instructions. La distillation est une autre méthode qui peut éliminer la plupart des pires contaminants de l'eau. Bien qu'une certaine radiation puisse rester après la distillation, l'eau est généralement considérée comme potable. Après une attaque nucléaire, il est recommandé d'utiliser des méthodes non conventionnelles certifiées et recommandées pour le traitement et la purification de l'eau, en particulier dans les situations de pénurie d'eau potable. À Fukushima, après la catastrophe nucléaire de 2011, les habitants ont installé des systèmes de purification d'eau alimentés à l'énergie solaire pour garantir un approvisionnement fiable en eau potable. Des techniques de récupération et de filtration des eaux de pluie ont également été utilisées pour compléter les réserves d'eau. Numéro 4. Dans le Japon d'après-guerre, le rationnement de la nourriture et des produits de première nécessité était strictement appliqué pour assurer une répartition équitable au sein de la population.
Chaque personne recevait une quantité spécifique de produits alimentaires tels que du riz, des haricots et du poisson séché, complétés par des jardins communautaires et des cueillettes dans la nature. À Tchernobyl, après la catastrophe nucléaire de 1986, les habitants de retour dans les villages voisins ont commencé à cultiver leurs propres légumes. Ils ont surveillé les niveaux de radiation dans le sol et ont cultivé de manière sélective des cultures à faible taux de contamination, comme les légumes racines. Pendant la crise de Berlin, au début des années 1960, le président américain John F. Kennedy a renforcé les efforts de défense civile du pays en allouant plus de 200 millions de dollars à la construction d'abris anti-atomiques publics aux États-Unis. Il a également encouragé les Américains à construire des abris privés, ce qui a permis de passer de 60 000 en juin 1961 à environ 200 000 en 1965. Au début des années 1960, le ministère américain de l'Agriculture a mis au point ce qu'il considérait comme le repas de fin du monde parfait, une option nutritive, facile à préparer et abordable, avec une longue durée de conservation. Cela a donné naissance aux crackers de survie polyvalents, principalement fabriqués à partir de blé boulgour, conçus pour soutenir les individus pendant les crises. Numéro 3. Après une explosion nucléaire, l'identification des zones sûres devient cruciale pour la sécurité et le bien-être des survivants. Les zones sûres sont des zones exemptes de débris et de radiation, où les gens peuvent s'abriter et commencer le processus de récupération. Les ravages causés par une explosion nucléaire comprennent des ondes de choc, de l'énergie thermique et des radiations initiales qui se propagent selon un schéma circulaire. Cependant, les dommages gravement causés par les ondes de choc peuvent s'étendre jusqu'à un demi-kilomètre du site de l'explosion. Après une explosion nucléaire, différentes zones sont identifiées en fonction du niveau de danger et de radiation. La zone MD, danger modéré, peut avoir des niveaux de radiation élevés, des lignes électriques abattues, des conduites de gaz rompues, des structures instables et d'autres dangers. La zone SD, danger grave, a des niveaux de radiation très élevés et augmente considérablement les risques pour les survivants et les sauveteurs. Les sauveteurs doivent entrer dans cette zone avec une extrême prudence, uniquement pour récupérer les survivants connus. Pour identifier les zones sûres, l'accès à des informations précises sur les niveaux de radiation et les dangers potentiels est essentiel. Un équipement portatif de détection de rayonnement peut être utilisé pour mesurer les niveaux de rayonnement, même à des niveaux très bas, inférieurs aux menaces immédiates pour la santé. Numéro 2. Après une explosion nucléaire, les survivants sont confrontés à la tâche ardue de reconstruire au milieu d'une destruction généralisée et d'une pénurie de ressources. Créer des outils improvisés devient une compétence cruciale, permettant aux individus d'effectuer des tâches de survie essentielles avec des matériaux récupérés dans les décombres. Les survivants recherchent de la ferraille, des planches de bois, des conteneurs en plastique et d'autres débris qui peuvent être réutilisés. Des objets tels que des meubles cassés, des pièces de voiture et des composants électriques sont récupérés pour leur matière première. Les outils de base tels que les marteaux, les scies, les ciseaux et les tournevis sont fabriqués à partir de tiges métalliques, de lames récupérées et de branches robustes. Les manches, par exemple, sont en bois ou enveloppées dans du tissu pour une meilleure prise. Les pelles et les pioches sont fabriquées à partir de plaques de métal et de branches solides, ce qui permet aux survivants de dégager les débris ou de creuser pour trouver de l'eau. À Tchernobyl, les agents de nettoyage et les habitants ont créé des détecteurs de radiation à partir de composants électroniques récupérés. Ces détecteurs improvisés ont permis de surveiller les niveaux de radiation dans l'environnement et d'évaluer les risques de sécurité pendant les opérations de nettoyage. À Fukushima, au Japon, les habitants ont utilisé des matériaux récupérés pour créer des systèmes de filtration de l'eau. Ces systèmes ont purifié l'eau contaminée, la rendant potable et essentielle au maintien de la santé en cas de contamination environnementale. Numéro 1. L'exploration des ruines à la recherche d'indices a deux objectifs principaux: comprendre l'ampleur de la catastrophe et rechercher d'autres survivants. Elle peut également fournir des informations précieuses sur l'ampleur et l'impact de la bombe nucléaire. Les scientifiques et les chercheurs peuvent recueillir des preuves pour évaluer l'ampleur de l'explosion. Par exemple, ils peuvent analyser les schémas de souffle, les dommages structurels et les niveaux de radiation pour déterminer la taille et le type de bombe utilisée. Les équipes de secours et de recherche parcourent les ruines avec précaution, à la recherche de signes de vie et à l'écoute des appels à l'aide. Ils peuvent également utiliser des équipements spécialisés tels que des caméras thermiques et des dispositifs d'écoute pour localiser les survivants coincés sous les débris. Si vous deviez survivre à une explosion nucléaire, quelle serait selon vous la première mesure que vous prendriez pour survivre après l'explosion? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.